L'IA, on l'a bien compris, qui est désormais au cœur de la transformation des boîtes et des usages qui se développent à une vitesse qui est carrément impressionnante. Automatisation, assistants intelligents, agents capables d'analyser de la data, des données ou de collaborer avec les équipes. Bonjour Gabriel Hubert. Bonjour David. Merci d'être avec nous sur Boursorama dans TicTech. Vous êtes le cofondateur de Dust, la start-up française qui développe une plateforme permettant aux entreprises de créer leurs propres agents IA connectés à leurs outils en interne. Vous venez de lever, bravo, on est très heureux pour vous, 40 millions de dollars pour accélérer votre croissance aux States. Pour celles et ceux qui nous regardent, qui ne connaissent pas Dust, concrètement, vous faites quoi ? Alors Dust, c'est une plateforme qui permet aux entreprises de connecter leurs données internes, souvent sensibles, parfois très sensibles, leurs process et ces modèles dont tout le monde parle, qui ont très clairement un peu révolutionné le monde du travail, et pas que le monde du travail, dans des conditions qui sont à la fois sécurisées et concrètement utiles. Donc on permet de créer des agents pour le service marketing qui va mieux collaborer avec le service finance ou le service des ventes. Et on a une vision très horizontale. On est déployé dans l'ensemble des départements d'une entreprise parce qu'on est convaincu que le futur du travail, et pour tirer un parti maximum de cette nouvelle technologie, il faut vraiment en fait arriver à faire que les équipes collaborent mieux entre elles et que ces agents puissent passer d'un département à l'autre pour aider, parfois préparer et parfois, dans certains cas, compléter le travail des équipes. Pourquoi Dust ? On a Juste Dust, c'est la poussière. pourquoi Dust? Bah oui. Hein. Parce que de la poussière à 40 millions, de la poussière à 40 millions de dollars, quand même, c'est... Stanislas, mon cofondateur, était en train d'écouter Another One Bites the Dust quand il réfléchissait à un nom pour le début du projet. Et le Computer Bytes, qui est une donnée, lui a semblé être une bonne relation. Le nom est finalement resté. Et puis, on n'a pas encore reçu de plainte sur la difficulté à le prononcer ou à l'orthographier. Donc, on le garde. Juste l'agent IA, pour ceux qui nous regardent, c'est pas de la science-fiction, c'est pour quand ? Et ça sera opérationnel? Est-ce que ça sera au détriment de certains collaborateurs, etc., etc. Ça pose beaucoup de questions, évidemment. Évidemment, oui. Alors, c'est pas de la science-fiction, c'est simplement parfois un peu compliqué de mettre les mains sur une définition précise de ce que c'est qu'un agent. On parle de software, hein, tout simplement, mais un software qui est capable de faire de manière autonome un certain nombre d'actions, et puis qui est parfois aussi de se juger lui-même, de se corriger, de reprendre le travail s'il a emprunté une fausse piste. Et c'est cette autonomie dans le temps qui fournit évidemment des opportunités de changer le monde du travail. Donc, un des ordres de grandeur que on suit de très près, c'est le temps que les agents arrivent à passer sans assistance externe pour arriver à leur fin sur des tâches de plus en plus complexes. Et on parle maintenant d'agents qui peuvent travailler pendant des jours ou des semaines sans intervention extérieure sur des sujets très complexes. Mais toujours en collaboration, encore une fois, avec les salariés. Sur des projets en entreprise, quand on a un projet réaliste, en général, ça se fait pas en 20 minutes. C'est quelque chose qui va durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. On lance un nouveau pays, on lance un nouveau produit. Il faut qu'on collabore sur la pub pour tel ou tel lancement, par exemple. Et donc, un agent qui va intervenir au bon moment, qui va réussir à faire le passe-plat entre des équipes qui n'avaient pas nécessairement le même contexte, qui va peut-être préparer le travail d'une analyse un peu profonde pour quelqu'un qui n'a pas les compétences techniques pour faire l'analyse de données lui-même, c'est quelque chose qui a énormément de valeur. Et l'ordre de grandeur du temps de la collaboration, oui, en effet, il est plutôt de multiples journées ou de la semaine. Alors, vous levez 40 millions de dollars. Pourquoi faire ? C'est toujours un peu la même histoire quand on lève de l'argent, c'est qu'on veut aller plus vite, entre autres parce qu'on pense que le marché est dans une phase de transition importante. On a la chance de déjà travailler avec plus de 3000 clients. Ça comprend des acteurs de la French Tech que certains connaissent Doctolib, Alan, Conto, Penny Lane, des grosses startups françaises. Voilà, et puis aux États-Unis, des entreprises comme Datadog ou OnePassword, dont certains des auditeurs ont peut-être aussi entendu parler pour protéger leur mot de passe et leurs informations sensibles. Donc on pense qu'on a un produit qui fonctionne. On a la chance d'avoir vu en 2025 qu'aucun de nos clients ne nous a quittés. Les clients ont renouvelé leur contrat et donc c'est sur la base de cette confiance qu'on accélère à la fois dans notre marché premier, la France, où on parle de plus en plus à des clients de plus en plus importants, donc des entreprises qui sont plus vraiment simplement de la French Tech, mais qui sont des entreprises plus grosses et ou plus traditionnelles.
Et puis à l'attaque de nouveaux marchés, les États-Unis et l'Angleterre en particulier. Vous réalisez 80% de votre chiffre d'affaires en Europe et 20% aux États-Unis. L'idée à terme, c'est quoi? C'est d'équilibrer, faire moitié-moitié Europe, États-Unis? En B2B, l'obsession, c'est surtout de trouver les bons clients et de grandir avec eux. On sait que les entreprises de software ont tendance à réaliser qu'aux États-Unis, il y a une densité d'entreprises qui achètent parfois plus vite et plus fort. Donc, on pense qu'il y aura un rattrapage des États-Unis. Est-ce que l'Europe veut tenir tête aux US et acheter plus vite et fort? On serait les premiers à s'en ravir. Donc, il n'y a pas de but en soi, mais on investit dans les États-Unis puisque c'est un marché qui est très porteur pour toutes les entreprises de notre secteur. Est-ce qu'on peut connaître la valorisation de Dust à l'issue de ce tour de 40 millions de dollars? Julien est très curieux. En exclu pour TicTech. On communique pas sur la valorisation, mais l'objectif pour nous, c'était vraiment de faire une levée qui ne mette pas en péril l'équilibre de ce qu'on appelle l'equity story. Je suis désolé pour l'anglicisme, mais la progression de la valorisation de l'entreprise qui, pour nous, avec Stanislas, est une histoire de progression sur des bases solides plutôt que d'excès liés à des bulles ou des tendances ou des modes. Je pense que l'objectif pour une entreprise, c'est toujours de pouvoir se dire qu'on voit assez rapidement, dans les 6 à 12 mois, la justification pleine et entière de sa valorisation avec des comparaisons de marchés publics ou d'entreprises de taille équivalente. Donc pour nous, l'objectif, c'était principalement ça et on a la chance d'avoir travaillé avec des investisseurs qui sont là pour le long terme, qui comprennent l'ambition de Dust, mais qui sont aussi persuadés que nous que cette ambition... Gabriel ne donnera pas le chiffre, mais est-ce que Gabriel peut nous dire si aujourd'hui vous faites partie des startups aujourd'hui françaises, en tout cas sur l'IA, parmi les mieux valorisées? Sans donner le chiffre, parce qu'on n'aura pas le chiffre. On a compris. Alors, je peux vous assurer qu'on est moins bien valorisé que Mistral. Ça ah oui, le scoop. Mais juste, je me demande, parce que... on a la chance, oui. La chance d'avancer. Ah, il va lâcher un chiffre. Une série B, c'est généralement, comme le dit l'alphabet, après une série A, donc on a une progression de notre valorisation. Je pense qu'on fait partie d'entreprises qui sont bien capitalisées, mais c'est ça qui est plus important pour nos clients que la valorisation, parce que la valorisation, ça ne change pas leur vie, alors que la capitalisation, ça permet de leur donner confiance dans notre capacité à les soutenir et à développer un produit de pointe, comme ils le voient avec nous depuis... Changer la vie de Julien. Je me demande à quoi ressemblera la vie de Julien en tant que rédacteur en chef de Madines avec un agent IA dans quelques mois, trimestres. Qu'est-ce que ça changera à son quotidien? On utilise déjà Dust chez Madines pour information. Je ne sais pas si je devais le dire, mais... Voilà, donc il faut peut-être demander à Julien ce qu'il fait déjà de façon différente avec Dust. Mais pour les auditeurs, je pense que c'est vraiment important de se rendre compte qu'aujourd'hui, on peut déléguer à un agent une tâche de recherche documentaire assez profonde. On va dire, voilà, renseigne-toi sur Internet sur tous les acteurs dans cette partie de l'industrie. Je veux comprendre pour chacun des acteurs. Non, mais ça, on le fait déjà avec ChatGPT, avec Claude ou avec Gemini. C'est très clairement, David, le modèle sous-jacent. D'ailleurs, on offre l'ensemble des modèles les plus performants. Donc, la performance pour une personne donnée sur une question donnée, elle va être similaire à ce qu'on peut avoir avec un ChatGPT. L'objectif de Dust, c'est de fournir une plateforme collaborative aux entreprises. Donc, l'objectif principal, c'est d'orchestrer ces agents entre les équipes, et plutôt que d'avoir une expérience tout seul de son IA dans son coin sur son téléphone mobile avec les conversations qu'on a avec ChatGPT, c'est de pouvoir faire profiter à l'ensemble de l'entreprise de ce qu'on fait et de la manière dont on fait avancer le travail. Mais ça pose des questions complexes qui n'ont rien à voir avec les modèles eux-mêmes. C'est des questions de gouvernance, des questions de sécurité, des questions d'observabilité, des questions d'interprétabilité. Les départements de sécurité, les départements juridiques des entreprises ont tous des questions sur la capacité à déployer ces outils dont personne ne remet en cause la puissance, mais dont tout le monde se rend bien compte qu'on pourrait faire des bêtises s'ils étaient mal contrôlés. Donc c'est surtout sur la manière dont on contrôle ces agents que Dust va se différencier. Et d'autre part, la collaboration entre plusieurs équipes, c'est pas sur son téléphone mobile, tiens, j'ai eu ma réponse et maintenant je la passe à qui? Et est-ce qu'en fait, j'en ferais pas un agent qui permettrait à l'ensemble de l'équipe de travailler de cette manière-là? Donc c'est ces sujets qui sont plus pour des entreprises de dizaines ou de centaines de salariés. Vous réalisez 20 millions d'euros de revenus annuels récurrents. L'objectif à la fin de l'année, c'est quoi?
plus, mais on aimerait terminer l'année aux alentours de 50 à 55 Ok. millions. Je pense que, encore une fois, il y a des directions que le produit prend. On est dans un environnement très, très dynamique. Le plus important, c'est de fournir de la valeur. Si on fournit de la valeur, le revenu, il y aura pas de problème. C'est à peu près ce que toutes les entreprises démontrent. Donc, on est surtout obsédé par la vérification que la valeur qu'on fournit à nos clients en vaut le coup et en vaut la chandelle Clients qui pour eux. sont Et c'est là-dessus qu'on se ouais, concentre. clients qui sont des startups, mais pas seulement. Est-ce que vous visez aussi les grands groupes multinationales, On discute avec des françaises? grands groupes, ouais. Ouais. Le passage à On aura l'échelle, la il chance. passe par avoir comme client des grands groupes. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des grands groupes qui réfléchissent vraiment comme des startups dans cette révolution. Pour moi, on parle parfois de profil client idéal. Et à mon avis, une erreur à ne pas commettre, c'est de penser que les segmentations de clients sont par taille de client. En fait, il faut trois choses, on les retrouve assez souvent chez tous nos clients. La première, c'est que la direction a fondamentalement beaucoup d'optimisme et d'enthousiasme pour cette technologie. Elle veut aller vite, elle veut accompagner les équipes. La deuxième, c'est que c'est des entreprises qui ont beaucoup d'ambition de croissance. Donc, nous, on n'est pas vraiment un produit qui est là pour essayer de faire à tout prix de la réduction de coûts et des économies de bout de chandelle en réduisant d'un ETP par-ci ou par-là. On parle à des entreprises qui sont en forte croissance ou qui ont envie de connaître de fortes périodes de croissance et ça permet de se concentrer sur des cas d'usage qui sont plutôt sur l'augmentation de la ligne de revenus plutôt que l'abaissement de la ligne de coûts. Et la troisième caractéristique de ces entreprises, mais là je peux vous citer des noms d'entreprises de milliers d'employés ou de startups de 50 employés, c'est est-ce que les personnes que j'ai embauchées, je leur fais confiance? Est-ce que les employés qui travaillent pour moi depuis des années, je les vois comme faisant partie de la solution ou comme faisant partie du problème? Parce que si je les vois comme faisant partie de la solution, je peux fournir une solution décentralisée à ces employés qui leur permettra de créer des agents très adaptés à leurs besoins, un peu comme les spreadsheets, un peu comme les tableurs Excel, ont permis à tous les employés dans une entreprise de créer des modèles qui leur convenaient sans avoir besoin de tout centraliser et de tout garder dans le département informatique. Nous, on voit un futur où les agents sont en fait une capacité que n'importe quel employé a de les créer, de les maintenir, d'en améliorer la performance en continu. Et c'est ça qui est important. Donc, on parle pas vraiment aux entreprises qui pensent qu'une personne va créer tous les agents de Ouais. l'entreprise parce que c'est pas notre vision. Il y a une collaboration effectivement à avoir. On en parlait juste avant avec Franck Sebag. Les géants américains de l'IA s'apprêtent à lever des sommes stratosphériques en bourse. Quand on est une start-up française comme vous de l'IA, est-ce qu'on se dit que l'Europe peut encore jouer dans cette bataille dans l'IA? Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Je pense que pour ceux qui ont eu peut-être le temps d'écouter l'audition d'Arthur Mensch À l'Assemblée nationale, la ouais. semaine dernière, l'équation est très simple. En fait, on est en train de découvrir une technologie qui transforme de l'électricité en intelligence. Donc, si on veut acheter notre intelligence à l'étranger à l'avenir, on sait ce qu'on a à faire, on change rien. Voilà. Mais si jamais on veut que l'intelligence qu'on utilise, elle soit créée ici et qu'elle puisse permettre de bénéficier à ceux qui vivent et qui travaillent ici le plus, eh ben, on n'a pas le choix. Et vous demandez quoi dans ces cas-là? L'importance du sujet fait Ouais. que la question, en fait, n'a presque pas Et d'objet. vous demandez quoi dans ces cas-là aux autorités politiques, françaises ou européennes, pour combler l'écart et rattraper notre retard avec les Américains? Je pense qu'on a déjà en tête un ensemble d'initiatives, d'ailleurs, la Commission européenne les a aussi, hein, c'est la simplification. L'idée qu'on n'a pas toujours besoin de réguler en avance de phase, et puis la compréhension que cette transformation, elle va se faire soit parce qu'on en est co-acteur, soit parce qu'on l'a subi. Donc je pense qu'il faut aussi agir avec en tête les ordres de grandeur d'investissement nécessaires, les ordres de grandeur de temps qui sont devant nous, qui ne sont pas des ordres de grandeur énormes, on parle d'années, on ne parle pas de dizaines ou de centaines d'années. Et voilà, donc le 28e régime, qui serait un régime unique d'incorporation d'entreprises en Europe, fait partie des solutions de simplification. Je pense qu'il y a un certain nombre de discussions sur la manière dont les labos peuvent utiliser des sources de données pour entraîner leur modèle et accélérer là-dessus. C'est des discussions où il faut faire attention à ne pas ralentir nos champions. Et puis, plus généralement, de rendre les conditions d'emploi sur le territoire français le plus attractives possible. Voilà. On n'a pas besoin de parler d'IA pour parler des freins aujourd'hui que certaines entreprises ont à embaucher plus librement ou plus rapidement. Vous parliez justement d'Arthur Mensch qui était à l'Assemblée nationale, ça a fait pas mal de bruit dans l'écosystème. Il disait justement que le surplus d'énergie qu'on produit en Europe, il ne faut pas le donner aux Américains, mais il faut le garder en Europe pour
nos pépites de l'IA pour qu'elles puissent produire effectivement de la donnée, du token, c'est-à-dire des jetons, la mesure de l'énergie dans l'IA. Je simplifie vraiment à fond. Vous êtes d'accord avec ça? Il faut que ce surplus d'énergie, c'est un enjeu crucial que de conserver ce surplus d'énergie en Europe? Je crois que le propos d'Arthur Mensch, il est un tout petit peu plus nuancé que ça. Il fait le constat qu'en France, en particulier en France, on a la chance d'avoir une énergie qui est relativement peu chère et qui est faiblement carbonée. Ouais. Voilà, donc on remercie ceux qui nous ont précédés et qui ont travaillé pour que ça soit le cas. Et on a un excédent de production d'électricité, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de pays. Donc le plus important, c'est d'arriver à créer suffisamment de demandes pour que des entreprises comme Mistral ou d'autres puissent s'adosser à des acteurs financiers et acheter de façon plus prévisible des segments plus importants de production électrique à l'avenir. Je ne pense pas que Arthur demande la nationalisation ou la renationalisation et le blocage de ces ressources. Il demande simplement à ce que l'ensemble de la chaîne de demande, dont les gouvernements et les instances publiques, qui, si je me rappelle bien de son intervention, représentent 50% du PIB en Europe, voilà, si elle commande plus, on pourra faire des précommandes de plus de tranches de centrales nucléaires auprès d'EDF ou d'autres. Allez, merci à vous pour cet entretien. Gabriel Hubert, cofondateur de Dust, vous venez de lever 40 millions de dollars pour accélérer votre croissance aux États-Unis. Bravo à vous et à bientôt et merci. Merci David, merci Julien. Merci.